Les ports du futur, à quoi ressembleront-ils dans 10 ou 20 ans? Malgré un commerce international en crise, ports et armateurs sont en pleine course au gigantisme. Sur le plan technique, il est possible de construire des navires encore plus volumineux sans avoir à craindre qu'ils se disloquent sur le champ. Les compagnies maritimes font construire des navires de plus en plus gros et les ports s'adaptent. Plus un port est grand, plus il attire de navires. Et c'est notre objectif. Mais à l'ère du numérique, le fret maritime va-t-il réellement continuer à progresser? L'augmentation des coûts et des contraintes de temps font monter la pression. Dans certains terminaux, ce sont des véhicules à guidage automatique, dits VGA, qui dictent la cadence. La question est de savoir si un terminal à conteneurs entièrement automatisé pourra continuer à générer des emplois à l'échelle locale. La présence de l'homme sera-t-elle encore nécessaire dans les ports du futur? La logistique portuaire virtuelle est devenue une réalité depuis bien longtemps. De nombreux terminaux ont déjà recours au téléguidage pour décharger les conteneurs. Si de tels dispositifs sont déjà opérationnels aujourd'hui, à quoi ressembleront les ports de demain? Olaf Merck travaille auprès de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Sa mission est d'évaluer le secteur des transports internationaux, de jouer les intermédiaires entre les différents acteurs et de prédire les tendances à venir. Un port à conteneurs est un type d'infrastructure assez récent, qui a rapidement progressé ces dernières décennies. Si un complexe portuaire souhaite disposer d'un terminal d'ici 15 à 20 ans, il doit s'y atteler dès maintenant, et donc se demander comment ce secteur va évoluer. C'est pour cela qu'il me semble intéressant d'étudier les différents scénarios possibles, et de savoir comment un port doit réagir pour mieux les anticiper. Le fait est que les porte-conteneurs modernes ne cessent de prendre du volume, un phénomène qui donne du fil à retordre au port de Hambourg. Ce géant des mers peut transporter jusqu'à 14 000 boîtes. Avec ses 366 mètres de longueur, il est plus long que 3 terrains de football mis bout à bout, ce qui fait de lui l'un des plus gros porte-conteneurs au monde. Il lui faut environ 7 heures pour remonter l'Elbe depuis la mer du Nord, à 150 km de Hambourg. Pour un lamaneur, difficile de guider seul le colosse. À partir de 340 mètres de long ou de 46 mètres de large, il faut 2 lamaneurs à bord, car ces navires sont tellement grands qu'il serait impossible de les piloter seuls. Ici, par exemple, j'ai une distance de 120 mètres à la proue et de 240 mètres à la poupe. Si je dépasse un petit bateau, je suis obligé de sortir sur le pont, de jeter un œil par-dessus bord et de m'assurer que je dispose d'assez de place pour manœuvrer. Du coup, je m'éloigne de 26 mètres de mon poste qui est situé au centre du navire, ce qui m'empêche de guider le navire correctement. Pour naviguer dans l'estuaire de l'Elbe, mieux vaut avoir le compas dans l'œil, car ce méga navire de près de 50 mètres de large n'est pas le seul à occuper les lieux. Il y a un groupe de kayak qui fait des exercices d'esquimotage à proximité du chenal. C'est de la pure folie. Impossible pour le cargo de dévier de sa route. Arrêtez les machines, sinon elles vont se faire aspirer. À l'approche du port de Hambourg, les imposants porte-conteneurs sont assistés par des remorqueurs. Ces bateaux nous servent en quelque sorte de frein. Le vent exerce sur notre navire une force qui peut dépasser les 100 tonnes et qui doit donc être amortie. Comme le chenal est assez étroit ici, nous naviguons moins vite. Mais plus un cargo vogue lentement, plus il devient difficile de le piloter. Quand on doit effectuer une manœuvre délicate, on a réellement besoin de l'aide de remorqueurs. Mais le plus dur reste à venir. Prochain défi à relever, faire passer l'immense bateau
sous le pont du Kulbrand. L'estuaire de l'Elbe est soumis aux marées. Pour pouvoir passer sous le pont, le navire doit attendre que les eaux du fleuve soient au juste niveau, ni trop haut, ni trop bas, pour ne pas toucher le fond. 105. Avancez lentement. Aujourd'hui, certains ports ne sont plus en mesure d'accueillir un grand nombre de ces énormes porte-conteneurs. La course au gigantisme devra-t-elle bientôt prendre fin? Marcus Ims inspecte et certifie des navires. Il conseille aussi les armateurs, notamment en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Si l'on observe l'évolution de la capacité de transport des porte-conteneurs, on se rend compte qu'elle a été multipliée par 20 depuis les années 1960. Ce secteur a connu un essor spectaculaire il y a une quinzaine d'années lorsque de nombreux armateurs ont décidé de ne plus emprunter le canal de Panama. Dès lors, plus rien ne se posait à la construction de bateaux surdimensionnés. Aujourd'hui, on voit sortir tous les ans, voire tous les mois, un nouveau modèle qui bat tous les records. Inventé dans les années 1950 par l'entrepreneur américain Malcolm McLean, le conteneur qui révolutionnera par la suite le commerce maritime international ne suscite pas d'emblée l'intérêt escompté. D'abord baptisé boîte métallique, il mesure 20 pieds, soit 6 mètres de long, un format qui sera ensuite dénommé équivalent 20 pieds, ou EVP en abrégé. En 1956, Malcolm McLean réaménage entièrement le pétrolier Ideal X et lui fait traverser l'Atlantique avec 58 conteneurs à son bord. Dès lors, la capacité de chargement des navires augmente de manière fulgurante. Aujourd'hui, les cargos peuvent transporter jusqu'à 20 000 conteneurs. La tendance est à la hausse et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Sur le plan technique, il est tout à fait envisageable de loger 25 000 conteneurs standards sur un navire. Mais pour les ports, cela représente un défi majeur en matière de logistique. Olaf Merck s'est donné pour mission d'évaluer les plus vastes complexes portuaires de la planète. Première destination, le port de Hambourg. La ville hanséatique abrite le plus grand parc à conteneurs d'Allemagne et le troisième port de commerce le plus important d'Europe après Rotterdam. Le spécialiste des transports maritimes a rendez-vous avec Jens Meyer, président de l'autorité portuaire de Hambourg. Quels sont les enjeux pour le port de Hambourg? Le défi majeur auquel nous sommes confrontés, c'est de faire sortir les navires du port sans encombre. D'une part, ils sont contraints de naviguer à contre-courant, et d'autre part, nous devons limiter leur chargement pour éviter qu'ils aient un tirant d'eau trop fort. Nous attendons avec impatience que les travaux d'approfondissement du chenal de l'Elbe soient lancés, afin de pouvoir exporter plus de marchandises depuis le port de Hambourg. Un problème qui ne date pas d'hier. Depuis le XVIIIe siècle, l'Elbe a déjà été approfondie 8 fois. Mais le chenal est encore trop étroit et pas assez profond pour des cargos toujours plus volumineux. Les porte-conteneurs, dont le tirant d'eau atteint 16 mètres, ne peuvent pas y naviguer à pleine charge. Mais le dragage de l'Elbe est vivement critiqué par les protecteurs de l'environnement et les pêcheurs, qui accusent les autorités portuaires de détruire les écosystèmes environnants. J'ai entendu dire que vous vous étiez heurté à des protestations contre l'approfondissement de l'Elbe. Est-ce que cela vous inquiète? Absolument pas, car notre projet est très respectueux de l'environnement. Nous attachons beaucoup d'importance au développement durable et nous avons aménagé de nombreuses aires protégées. Mais certaines personnes affirment que le chenal est déjà assez profond et qu'on ne peut pas le creuser davantage. Je pense que ces travaux sont nécessaires et nous mettons tout en œuvre pour protéger la nature. Voilà ce que je leur réponds. Même si le fleuve était approfondi de plus de 14 mètres, les plus grands navires ne pourraient pas y naviguer à pleine charge. Et l'Elbe n'est pas le seul obstacle auquel les géants doivent faire face. Le pont du Kulbrand fait environ 54 mètres de haut, ce qui empêche les plus grands porte-conteneurs de passer dessous.
Il sera donc indispensable de le remplacer à plus ou moins long terme. Aujourd'hui déjà, le passage d'un navire sous ce pont requiert une précision extrême, en particulier pour les porte-conteneurs. Le Culbrand nous oblige à procéder à un changement de cap assez important, à effectuer un virage dans ce chenal qui ne fait que 250 mètres de large. C'est très étroit pour un bateau de cette taille. Nous devons être très précis dans nos manœuvres. Le passage sous ce pont est un véritable défi. Pour le moment, nous ne pouvons pas le franchir. Nous allons devoir patienter une demi-heure pour que le niveau de l'eau baisse et que le navire soit assez bas pour passer. Nous sommes confrontés à plusieurs contraintes en même temps. Une fois engagé dans ce bras de l'Elbe, il est impossible de faire machine arrière. On vient de recevoir le feu vert pour franchir le pont. On va relancer les machines. On verra bien si ça passe. 173. Hard starboard. C'est bon, on est passé. C'était juste. Les installations portuaires doivent s'adapter à ces navires aux dimensions hors normes. De quoi donner du fil à retordre au port fluvial de Hambourg. À Dubaï, en revanche, ce n'est pas la place qui manque. Ici, on n'hésite pas à bâtir des parcs à conteneurs offshore, à l'image des célèbres Palm Island, les archipels paradisiaques situés au large de la ville. Dans cette course aux plus grands terminaux à conteneurs du monde, le port artificiel de Jebel Ali détient le 9e rang. D'ici à 2030, il compte dépasser ses concurrents de Shanghai et de Singapour et même se hisser à la première place. Nous avons établi un plan directeur et prévoyons d'augmenter notre capacité de chargement à 70 millions de VP d'ici 2030. Nous disposons de suffisamment d'espace à terre et en mer pour pouvoir agrandir le port en cas de hausse de la demande. En attendant, nous avons déjà entamé des travaux en amont pour assurer la fluidité de l'acheminement des marchandises et satisfaire nos partenaires commerciaux afin qu'ils puissent continuer à se développer. L'inauguration du terminal 2 a lieu en 2007. Les travaux du terminal 3 sont lancés dans la foulée et achevés en 2014. Le terminal 4 est actuellement en chantier. Un projet d'envergure qui a englouti à lui seul 1,6 milliard de dollars. Nous nous trouvons sur la fameuse île artificielle que nous avons créée. Comme vous pouvez le voir, la structure du quai est encore en chantier, mais les travaux de forage sont déjà terminés. Grâce à ses 18 mètres de profondeur, le port pourra accueillir les plus gros navires du monde. Il est encore un peu tôt pour se faire une idée du résultat, mais le nouveau parc à conteneurs devrait être mis en service dès 2018. Le terminal 4 aura une capacité de 3,1 millions EVP. Il sera équipé de 13 grues de quai et de 35 portiques. Grâce à sa technologie de pointe, il deviendra ainsi le parc à conteneurs le plus moderne des Émirats arabes unis, mais aussi du monde entier. Reste à savoir si le commerce maritime international évoluera dans des proportions comparables à celles du port de Dubaï. Rien de moins sûr, si l'on en juge par le recul d'activité des terminaux de Hambourg et de Rotterdam ces dernières années.
Je pense que la stratégie adoptée par Dubaï s'est avérée très efficace par le passé. Mais le problème, c'est que la région ne produit que peu de marchandises par elle-même. L'activité portuaire est donc tributaire du transbordement. Cela signifie que les marchandises qui transitent par ce port sont immédiatement chargées sur d'autres navires. Le transbordement de conteneurs est un secteur d'activité extrêmement volatile, qui pourrait très facilement partir vers d'autres ports. La région présente beaucoup de ports en surcapacité, et il ne demanderait pas mieux que de récupérer le fret de Dubaï. Il leur suffirait d'être moins cher ou de proposer un meilleur service. L'extension des complexes portuaires est un point déterminant. Mais comment optimiser leur fonctionnement? Les chercheurs du Centre d'études pour la logistique et les services maritimes de Hambourg se sont penchés sur la question. Avec l'aide d'étudiants, Carlos Jan et ses collègues conçoivent des terminaux à conteneurs et aident les autorités portuaires à développer des stratégies pour augmenter la productivité de leurs installations. Lorsqu'un énorme porte-conteneur arrive dans un port, il faut toujours prévoir un nombre de grues en conséquence. Lors du transbordement des marchandises, le trafic interne augmente de manière fulgurante. Nous devons donc étudier différentes configurations permettant de répondre aux exigences de productivité. Grâce à une simulation en 3D, les chercheurs déplacent les grues et les quais du futur complexe comme bon leur semble. Chaque trajet est calculé avec précision. Nous avons ici un porte-conteneur en train d'être déchargé. La ligne rouge que vous voyez là correspond au parcours emprunté par les marchandises qui seront ultérieurement chargées sur des trains. Comme un bâtiment se trouve en plein milieu et que nous stockons traditionnellement les conteneurs le long du terminal, les marchandises doivent effectuer une série de détours. En plaçant le navire plus loin, on pourrait diminuer les frais de transbordement à hauteur de 10% environ. On peut aussi se demander à quel endroit il vaut mieux stocker les conteneurs avant leur chargement sur les trains. Pour le moment, nous sommes obligés de les loger le long du terminal, car nous manquons de place. L'idée est donc de créer de l'espace pour pouvoir entreposer les conteneurs à proximité immédiate des rails. Cette configuration nous permettrait d'économiser 41% sur les frais de transbordement. La taille des navires joue un rôle déterminant. Grâce à ce simulateur de navigation, nous sommes capables de reproduire différents types de manœuvres, notamment celles qui s'effectuent dans un port. Nous pouvons également créer des plans de complexes portuaires virtuels et modéliser des bateaux qui navigueront sur les mers et les océans de la planète dans les décennies à venir. Nous pourrons ainsi tester et analyser en amont les installations portuaires de demain et déterminer en fonction des vents et des courants le nombre de remorqueurs nécessaires pour assister ces cargos du futur en toute sécurité à leur entrée dans le port. L'automatisation de l'ensemble du processus de transbordement ne manquera pas de révolutionner les ports de demain. Le futur terminal sera équipé d'une grande quantité de capteurs. De plus, le transbordement de marchandises sera de plus en plus intelligent. Les conteneurs seront équipés de dispositifs qui permettront non seulement de les localiser, mais aussi de les faire communiquer entre eux et de fournir ces informations en temps réel aux différents acteurs de la chaîne de transport. Ce système permettra à tous nos partenaires de disposer de ces informations et de synchroniser l'ensemble des étapes du processus de transbordement. Aujourd'hui, environ 40 000 poids lourds circulent dans la zone portuaire de Hambourg. Et qui dit navire plus volumineux, dit hausse de la quantité de marchandises à transporter et du trafic de véhicules. Il fallait donc trouver une solution pour désengorger ce site aux dimensions limitées. Le projet Smartport était indispensable au port de Hambourg pour lui permettre de rester compétitif. Les gigantesques navires qui accostent ici transportent une quantité énorme de conteneurs qui doivent être déchargés dans les plus brefs délais. Il est donc indispensable de planifier tout le processus de transbordement avec précision. Cela suppose que l'on dispose de toutes les informations en amont
pour pouvoir les transmettre en temps réel aux chauffeurs de poids lourds, au personnel ferroviaire et à nos autres partenaires qui pourront utiliser leur équipement de manière optimale. Le concept de port intelligent implique que l'ensemble de la logistique portuaire, du navire au chauffeur de poids lourd, soit interconnecté. Autrefois, Ismaël Develi recevait ses instructions par radio. Aujourd'hui, la tablette a pris le relais. Ce système est capable de me localiser, ce qui m'évite d'avoir à signaler constamment ma position. Il sait ce que je suis en train de faire et vers où je me dirige. Il peut aussi décider par lui-même de me faire changer de trajet en cours de route. Ça arrive de temps en temps. Un conteneur qui n'a pas encore été déchargé est automatiquement détecté par le dispositif, qui peut alors modifier ma feuille de route. Le logiciel indique aux chauffeurs quels sont les itinéraires à suivre en fonction de l'état des routes et de la fluidité du trafic. L'ensemble des informations est transféré à un centre de logistique. Des capteurs disséminés dans toute la zone portuaire permettent de diffuser sur des écrans les données relatives au trafic interne. Est-ce à cela que vont ressembler les ports du futur? Et comment souhaitez-vous faire évoluer ce système? Il s'agit de l'équipement de base dont nous avons besoin pour l'avenir. Nous sommes en train de doter notre dispositif de diverses technologies de pointe, telles que des systèmes de réalité augmentée pour faciliter la circulation. Il suffit pour ça d'utiliser son smartphone pour obtenir des informations complémentaires, notamment quand on se trouve dans un endroit qu'on ne connaît pas. Je pense que tous les ports à travers le monde devraient utiliser ce type de systèmes intelligents. À l'avenir, il sera indispensable d'interconnecter l'ensemble des moyens de transport utilisés dans une installation portuaire. Pour le moment, le concept de port intelligent n'est pas encore totalement opérationnel. J'aimerais qu'il y ait moins d'embouteillages au sein du port, que les opérations se déroulent plus rapidement et qu'il y ait moins de temps d'attente. Ce serait beaucoup mieux. Ce qui pose le plus de problèmes en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers et que les temps d'attente sont très longs. Comment le port de Hambourg compte-t-il venir à bout de ces difficultés ? Je pense qu'en utilisant à bon escient les outils dont il dispose, le port de Hambourg pourra au moins régler une partie du problème. Mais si les navires continuent à prendre du volume, la ville sera confrontée à un défi de taille. Pour le moment, elle est encore en mesure d'accueillir de gros modèles. Mais qu'en sera-t-il si les dimensions des cargos continuent à augmenter, ou si l'approfondissement de l'Elbe ne se fait pas? Cela poserait un sérieux problème. Les chercheurs du bassin d'essai de Hambourg planchent sur l'optimisation des plus gros cargos du monde. Avant de confier leur construction à des chantiers navals chinois ou sud-coréens, les armateurs testent toujours leurs projets sous forme de maquettes géantes. Un domaine que Florian Clouve connaît bien. Pour des raisons de confidentialité, le spécialiste ne nous livrera aucun détail. Concurrence oblige. Le plus important pour nos clients, c'est d'optimiser leurs navires. Ici, on tente de déterminer la puissance motrice idéale. Notre rôle est de conseiller notre clientèle en matière de conception des modèles afin d'obtenir la meilleure propulsion possible. Nous étudions minutieusement la forme de la coque et de l'hélice et nous proposons des améliorations. Notre objectif est d'obtenir un système entièrement optimisé et de le tester dans nos différents bassins d'essai pour permettre aux navires de consommer le moins de carburant possible. Les plans de construction sont d'abord analysés par ordinateur. Mais qu'est-ce qui fait l'efficacité énergétique d'un navire, au juste?
Si l'on construit des cargos de plus en plus larges, c'est parce qu'on ne peut pas défier davantage les lois de la physique. Des bateaux plus longs ou plus profonds manqueraient de stabilité. Et comme il faut bien mettre les conteneurs supplémentaires quelque part, on est obligé de les stocker en largeur. La taille des navires va-t-elle continuer d'augmenter à l'infini? La limite, ce sont les conteneurs. On ne peut pas les empiler indéfiniment, puisque celui qui se trouverait au bas de la pile finirait par être écrasé sous le poids des autres. L'autre point important, c'est de pouvoir garantir un arrimage sur des cargaisons. Si la pile de conteneurs est trop haute, cela devient difficile, sans parler des forces physiques en jeu qui sont décuplées sur les gros navires. Les gros cargos n'ont pas la même tenue à la mer que les autres navires. Leur résistance à l'avancement est plus élevée et ils naviguent plus lentement pour économiser du carburant. Pour autant, il est plus rentable pour les armateurs de fabriquer des navires toujours plus volumineux. Les constructeurs sont certes soumis à des contraintes, mais elles ne sont pas liées à la taille des navires, puisque sur le plan technique, il est tout à fait possible de fabriquer des modèles de plus en plus grands sans avoir à craindre qu'ils se disloquent. Les problèmes se situent à un autre niveau. Après avoir navigué plus de 8 heures, le cargo de 400 mètres de long atteint le terminal d'Altenwerder. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Avant de pouvoir accoster, il doit effectuer un demi-tour, appelé évitage, pour se mettre dans le bon axe. La manœuvre d'évitage doit être très précise, car on ne pourra pas corriger d'éventuelles erreurs. Ça doit marcher du premier coup. La plupart des ports de la planète disposent de cercles d'évitage. Leur diamètre doit être d'au moins 1,5 fois la longueur du bateau, soit 600 mètres pour ce mastodonte. Mais le bras du fleuve n'est pas assez large, ce qui complique encore la tâche. C'est maintenant que ça va se corser. C'est déjà très délicat lors de la manœuvre proprement dite, mais maintenant nous pourrions abîmer le navire contre le quai en approchant trop rapidement. Il faut donc faire très attention et avancer très lentement. Le cargo va mettre 45 minutes à rejoindre son poste d'amarrage. Stoppez les machines. Navire en position. Navire en position. Le plus dur est derrière nous. Tout le monde est content. Nous pouvons maintenant procéder à l'amarrage et passer à la suite. Pour les dockers du terminal d'Altenwerder s'engage alors une véritable course contre la montre. En règle générale, le temps de déchargement des navires de cette taille n'est que de 24 heures. Une opération qui génère stress et coûts astronomiques. Mais alors pourquoi s'entêter à construire des cargos toujours plus volumineux? Les compagnies maritimes font construire des navires de plus en plus gros, parce que sur le plan économique, un cargo qui transporte plus de conteneurs est plus rentable. Mais en même temps, cela engendre des frais énormes tout au long de la chaîne de transport. Les ports doivent investir davantage dans les travaux de dragage, dans l'installation de quais, de portiques et autres. Et au bout du compte, les coûts sont plus importants que les économies réalisées. Le terminal d'Altenwerder est le plus grand parc à conteneurs d'Europe. Il mise sur l'automatisation, la réduction du parcours emprunté par les conteneurs et une meilleure connexion avec l'arrière-pays portuaire pour compenser la pression relative aux coûts et aux délais. Stefan Behn est membre du directoire de la compagnie de manutention de Hambourg qui exploite le terminal. Je pense que l'automatisation du terminal d'Altenwerder va se poursuivre. Lorsque nous avons conçu cette installation, nous avons réfléchi aux risques que pouvait représenter un tel projet. Nous avons certainement sous-estimé certains points, tels que le pilotage de nos portiques. Celui-ci était encore d'une conception très traditionnelle, comme cela se faisait à l'époque.
Aujourd'hui, nous procéderions autrement. On peut faire beaucoup mieux. Les portiques d'Altenwerder ne sont pas encore automatisés. Sandra Küssner est portiqueuse. La jeune femme décharge environ 40 conteneurs par heure. Je n'ai jamais eu de problème de vertige, mais je dois avouer qu'il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à ce système. J'ai observé minutieusement comment la cabine se déplaçait sur les rails, et je me suis fait expliquer le fonctionnement du portique pour pouvoir me sentir en confiance. Au début, c'était une sensation un peu bizarre, mais je m'y suis habituée assez rapidement. Aujourd'hui, je prends plaisir à faire ce travail. Son collègue le plus proche n'est autre qu'une machine, un engin roulant appelé véhicule à guidage automatique ou VGA, qui ne nécessite plus aucun conducteur. Grâce au VGA, nous sommes prêts à répondre aux importants pics de charge auxquels nous sommes régulièrement confrontés. Nous pouvons mobiliser rapidement nos 90 engins pour 1 heure ou 2 selon les besoins. Ce système nous permet de penser en heures, voire en minutes, et non plus en fonction des horaires de car. Avec l'aide d'une équipe de chercheurs, Armin Wichmann a planché sur l'élaboration de cet ingénieux système. Pour qu'un véhicule à guidage automatique puisse circuler au sein du parc à conteneurs, nous avons eu recours à différents systèmes de capteurs. Nous avons installé à l'avant et à l'arrière des engins 2 grandes antennes qui communiquent avec des transpondeurs fixés au sol. Lorsqu'un véhicule roule sur l'un d'entre eux, le transpondeur transmet alors automatiquement ses données d'identification ainsi que son emplacement à l'antenne. Celle-ci envoie à son tour les informations au système de navigation qui se trouve dans cette baie de brassage. Environ 20 000 transpondeurs ont été disséminés sur l'ensemble du terminal. Chaque véhicule automatique doit connaître son parcours, mais aussi éviter les autres engins en circulation. Les véhicules ne communiquent pas directement entre eux, mais via un système qui indique à chaque engin l'itinéraire à emprunter. Le principe est de faire parcourir le moins de chemin possible aux conteneurs lors de leur trajet entre les portiques et les grues. À Altenwerder, certains véhicules à guidage automatique sont alimentés par batterie. Lorsque celles-ci sont vides, les engins autonomes se rendent jusqu'à des bornes où elles sont échangées en quelques minutes. Les chercheurs tentent désormais de programmer les VGA pour qu'ils aillent recharger leur batterie au moment où l'offre d'énergie verte des fournisseurs d'électricité est la plus intéressante. Il est possible de mettre en place des cycles de recharge durant le processus de transbordement en fonction des périodes pleines et creuses des fournisseurs d'électricité. Pour cela, il nous suffit de consulter les bulletins météo et dès que nous apprenons qu'une grande quantité d'énergie éolienne est injectée dans le réseau électrique en Allemagne du Nord, nous envoyons nos VGA recharger leurs batteries. Il s'agit donc à la fois d'une démarche économique et écologique. Selon les spécialistes, l'automatisation ne tardera pas à gagner tous les secteurs d'activité du port. Les installations portuaires d'Asie et du Proche-Orient détiennent de loin les meilleurs taux de manutention au monde. Jebel Ali, à Dubaï, a longtemps été considéré comme le port le plus productif de la planète. Et pourtant, le terminal grouille encore de manutentionnaires. Le secret de sa réussite ? Embaucher une main-d'œuvre à la fois peu coûteuse et qualifiée. Grâce à nos centres de formation, nous pouvons sélectionner dès le départ des personnes compétentes et les former de manière efficace.
Nous plaçons toujours la barre très haut. Par exemple, les candidats qui ne manipulent pas les grues assez rapidement sont éliminés d'office. Ils doivent être capables de traiter 35 conteneurs par heure. Nous nous assurons qu'aucun des participants ne quitte le centre de formation avant d'être sûr de lui et d'être capable de réaliser de telles performances sur le terrain. Mais les simulateurs d'entraînement ne sont qu'une transition vers une automatisation généralisée de l'installation. Aujourd'hui, les portiqueurs ne se trouvent plus au sein même du terminal, mais dans des bâtiments situés à une centaine de mètres plus loin. Ici, on manipule les conteneurs à l'aide d'un joystick. Toutes les fonctions qu'on utilisait autrefois manuellement dans les grues ont été interconnectées. On peut désormais piloter tout le dispositif à distance. Il s'agit là d'une véritable prouesse en termes de sécurité, de technologie et de performance. Autre avantage de ce système innovant, l'entreprise peut embaucher des femmes comme Amna pour piloter les engins de levage. Ce qui m'a donné envie de postuler dans cette entreprise, c'est le fait qu'une femme puisse exercer le métier de grutière. Cela a éveillé ma curiosité. Jusqu'à maintenant, il s'agissait d'une profession très masculine. Alors, quand la société a annoncé qu'elle souhaitait embaucher des femmes de Dubaï, j'ai été très surprise. Normalement, dans un pays arabe, il est impensable de travailler dans un tel secteur si on est une femme. La première fois qu'on nous a reçus ici, on nous a d'abord fait visiter les locaux. On nous a assuré que nous serions bien traités dans cette entreprise et c'est effectivement le cas. Quand j'ai commencé à travailler ici, je me suis sentie tout de suite à ma place. Tous les terminaux de Dubaï fourmillent encore d'ouvriers. Ici, les conteneurs ne sont pas chargés sur des véhicules à guidage automatique, mais sur des camions. Le port de Jebel Ali a opté pour une automatisation partielle, du moins pour le moment. L'automatisation totale d'un port est une véritable gageure. Ici, à Jebel Ali, nous ne pouvons pas nous permettre de stopper la moindre opération ou de prendre du retard. C'est pourquoi nous avons décidé de procéder par étapes. Dans un premier temps, nous avons mis en place des portiques pilotés à distance qui n'ont pas eu d'impact négatif sur le déroulement des opérations. Bien au contraire. Nous comptons à l'avenir poursuivre les travaux pour automatiser progressivement toute notre installation. En matière d'automatisation, le port de Rotterdam a déjà une longueur d'avance sur ses concurrents. Ici, les quais d'amarrage figurent parmi les plus modernes au monde. Olaf Merck s'est rendu à Rotterdam pour tenter de comprendre comment ce port va évoluer dans les années à venir. À Rotterdam, nous allons avoir un premier aperçu des futurs terminaux à conteneurs. Ce qui fait la particularité de ce port, c'est qu'il est à la pointe de la technologie dans de nombreux secteurs. Et c'est aussi son ambition. Autrefois, cette ville abritait le plus grand port au monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Elle reste toutefois pionnière dans de nombreux domaines. C'est notamment le premier port au monde à avoir automatisé la manutention. Et je pense, ou du moins j'espère, que cette visite nous donnera une idée de la prochaine étape du processus d'automatisation des installations portuaires. Ici, on ne croise pas âmes qui vivent sur l'ensemble du parc à conteneurs. Olaf Merck a rendez-vous avec le chef de projet d'aménagement du port, Rick Gertsen. Quelle est la particularité de ce terminal ? Nous avons conçu cette installation dans le but de maximiser sa productivité. Tout le terminal a été aménagé de manière à transborder un maximum de conteneurs et à optimiser le processus, comme vous pouvez le voir ici. Le port de Rotterdam, qui devrait bientôt doubler son taux de manutention, est le premier au monde à s'être équipé d'un portique piloté à distance. À l'heure actuelle, il n'a toutefois pas encore obtenu les résultats escomptés.
Vous n'avez pas encore atteint votre objectif. La productivité de vos grues n'est pas aussi élevée que ce que vous attendiez. Qu'allez-vous faire? Nous devons perfectionner nos portiques et peaufiner l'équipement qui permet de piloter leur automatisation. D'autre part, nous n'avons pas encore mis en place tous les éléments qui permettraient d'augmenter leur productivité. Nos portiques peuvent déjà lever 2 conteneurs de 20 pieds à la fois. En revanche, ils n'ont pas encore l'équipement permettant d'en faire autant avec des boîtes de 40 pieds. La prochaine étape consistera donc à installer des systèmes qui ne fonctionnent jamais à vide. C'est-à-dire qu'ils soient capables de prendre en charge un conteneur à chaque aller-retour. C'est prévu, mais ça va prendre encore un peu de temps. Combien de temps au juste? Il faut compter 2 ans. Et quel sera votre taux de productivité? Il sera parmi les plus élevés au monde. C'est assez vague. Oui, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera plus élevé que la moyenne. Le pilotage des grues s'effectue dans un bâtiment situé à distance du parc à conteneurs. Dans la salle de contrôle, toutes les opérations sont minutieusement observées. Tandis que les ship planners organisent les arrivées et les départs des navires, les ingénieurs en informatique et les techniciens contrôlent l'équipement et les processus logistiques. Combien de personnes se trouvent dans cette salle de contrôle? 8 personnes contrôlent le déroulement des opérations et l'équipement. 8 personnes pour surveiller l'ensemble du port. C'est exact. Parfois un peu plus ou un peu moins en fonction des opérations en cours. Certains navires ont besoin de moins de personnel. D'autres nécessitent des barges fluviales, des trains ou un grand nombre de poids lourds. Quand l'automatisation est défaillante, le personnel intervient pour remettre le processus en route. Quelle place tient l'humain dans ce terminal? Les humains jouent un rôle déterminant dans notre entreprise. Car bien qu'ils soient en petit nombre, leurs décisions sont importantes quand tout se passe bien, mais ont encore plus d'impact en cas de défaillance. C'est une équipe restreinte qui a une plus grande influence sur la qualité. La présence humaine est essentielle. La pièce adjacente abrite les conducteurs des portiques. Extrêmement concentrés, eux aussi manipulent les conteneurs à distance. Ces nouveaux outils de travail ont bouleversé le quotidien de Graham Smith, un portiqueur expérimenté qui passait autrefois ses journées perché dans une cabine au-dessus des porte-conteneurs. J'adorais travailler en plein air, mais j'aime bien être ici aussi, même si ça me manque un peu d'être secoué dans ma cabine par le vent violent et les tempêtes. Je dois avouer que c'était assez génial. Ici, je ne vis évidemment pas toutes ces sensations fortes. C'est le même travail, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Ça me plaît parce que c'est aussi un vrai challenge. Graham Smith ne peut plus voir les conteneurs qu'il décharge à travers une vitre située sous ses pieds. Il doit se fier à ses écrans et aux différents angles de vue des caméras. J'ai mis du temps à m'habituer à ce dispositif et à être capable de bien évaluer les distances. Je suis beaucoup plus prudent que lorsque j'étais dans ma cabine. Ça ne veut pas dire que je ne faisais pas attention avant, mais il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à ce système. Maintenant, je dois me fier aux repères de hauteur et aux différents outils mis à ma disposition. Ils m'aident à faire mon travail en toute sécurité. Le terminal automatisé de Rotterdam emploie encore 400 personnes, soit seulement la moitié du personnel de l'ancienne installation. Cette automatisation grandissante suscite l'inquiétude de nombreux dockers qui craignent de perdre leur emploi. J'ai entendu dire que l'automatisation de votre infrastructure avait provoqué une grève au sein du port. Comment avez-vous réagi? Le motif de cette grève était qu'une partie du fret de l'ancienne installation a été transférée dans la nouvelle structure. Le personnel est donc en léger sureffectif au sein de l'ancien complexe.
Les responsables des terminaux sont en négociation avec les syndicats afin de trouver une solution pour les personnes concernées. Nous poursuivons le dialogue et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le port de Rotterdam restera-t-il à terme un employeur majeur à l'échelle locale? Et si les porte-conteneurs eux-mêmes étaient capables un jour de naviguer seuls, la productivité n'en serait-elle pas encore améliorée? Au Centre d'études pour la logistique et les services maritimes, les chercheurs planchent sur un projet de cargo piloté par ordinateur et géolocalisation, capable de naviguer en haute mer sans l'aide d'un équipage. Leur défi? Réussir à ce qu'un navire puisse éviter de manière autonome toute collision avec un autre bateau en pleine mer. Mais les premiers tests se sont avérés peu concluants, en particulier dans un port. Nous pensons qu'un navire téléguidé serait incapable de s'orienter au sein d'un port sans l'aide d'un équipage. L'espace navigable est tellement restreint et l'interaction avec les autres partenaires est si complexe qu'il nous paraît insensé d'automatiser ce processus. Nous partons donc du principe qu'une intervention humaine est indispensable au navire au moment de quitter le port, mais qu'il est tout à fait envisageable de le laisser ensuite naviguer seul en haute mer. À l'approche des ports, l'équipage serait amené à bord par hélicoptère et débarqué ensuite de la même façon. L'humain ne serait donc pas totalement remplacé, mais assurerait seulement une fonction de contrôle. Autre conséquence directe du processus d'automatisation, la valorisation du développement durable. Rotterdam compte faire figure de précurseur dans ce domaine. Pour agrandir son parc à conteneurs, les autorités portuaires ont lancé le projet Maasvlakte 2, qui prévoit l'aménagement d'une île artificielle de 2000 hectares. Cet immense terminal offshore devrait être l'installation portuaire la plus écologique au monde. Olaf Merck veut en avoir le cœur net. Même si les travaux d'extension sont prévus pour durer jusqu'en 2033, il est déjà possible de faire un saut dans le futur. Tiedo Wallinga planche depuis presque 40 ans sur la transformation du port de Rotterdam. Le professeur d'université s'intéresse principalement à la question du développement durable. L'extension du port de Rotterdam était principalement due à l'augmentation des conteneurs à traiter. Il était indispensable de construire de nouveaux terminaux. Comme des zones d'habitation se trouvaient déjà au nord et au sud, nous n'avons pas eu d'autre choix que de construire une extension en mer. Ce n'est pas la première fois que nous procédons à ce type d'aménagement. Le premier Maasvlakte avait été bâti dans l'eau et le deuxième est plus ou moins une extension du premier. Les travaux du Maasvlakte 2 ont débuté en 2008. 290 millions de mètres cubes de sable ont été aspirés du fond de la mer pour créer une île artificielle. Une opération qui a beaucoup affecté les écosystèmes environnants. Tiedo Wallinga emmène Olaf Merck sur des dunes de 35 hectares situées à proximité de l'installation. Pourquoi avez-vous créé ces dunes? Nous avons dû compenser le fait que le Maasvlakte empiétait sur un site protégé du réseau Natura 2000. Notre projet a entraîné la destruction d'une partie des fonds marins qui représentent une source d'alimentation pour les poissons et les oiseaux. Nous avons rééquilibré en aménageant au sud du premier Maasvlakte un espace 10 fois plus grand. Il est évident qu'une telle installation porte atteinte à la nature environnante. Comme les émissions de gaz issues du trafic portuaire ont un impact direct sur ces dunes, nous avons décidé d'en créer 35 hectares supplémentaires. La consolidation des dunes a eu lieu peu après le début des travaux du Maasvlakte 2. Cette opération compensatoire figurait dès le départ dans le cahier des charges de l'aménagement du nouveau terminal. Ce qui m'a interpellé ici, c'est que jusqu'à présent, la question de la protection de la nature passait toujours au second plan. Il est intéressant de voir que cet aménagement en faveur de l'environnement était prévu dès le début. C'est une idée qui pourrait être reprise par d'autres ports. La qualité de l'air doit également être surveillée de près, car les gaz d'échappement des cargos sont hautement polluants. Rien que les 15 plus gros navires au monde rejettent plus d'oxyde de soufre que les 760 millions d'autos qui circulent dans le monde.
De nombreuses stations de mesure ont été installées pour contrôler ces émissions. Voici l'une des stations de mesure qui nous permet d'évaluer la quantité d'azote présente dans l'environnement. Nous avons également mis en place un dispositif avec lequel nous recueillons l'eau de pluie qui passe par ce gros tube, puis atterrit dans ces récipients. Bien évidemment, l'azote est aussi présent dans l'air. C'est pourquoi nous avons installé ces petits tubes pour le filtrer. Chaque mois, nous faisons analyser les échantillons en laboratoire. Nous tenons compte du taux d'azote contenu dans l'air et de celui présent dans l'eau de pluie pour connaître la quantité totale de ce gaz rejeté dans la nature. Le port de Rotterdam tente ainsi de jouer la carte de l'écologie. Réglementation stricte et motivation financière incitent toute la chaîne de transport à agir en faveur du développement durable. Les navires respectueux de l'environnement ont déjà droit à une réduction des taxes portuaires. Et ce n'est qu'un début. Olaf Merck a identifié 4 tendances à venir. Les ports du futur veulent devenir plus respectueux de l'environnement, mais aussi plus intelligents. Ils espèrent également augmenter leur productivité grâce à leur automatisation. Et enfin, la plupart souhaitent élargir leurs installations. Mais cette folie des grandeurs doit être remise en question. Si l'on observe de près le transport maritime et le fonctionnement des ports, on se rend compte que leur principal objectif est de prendre de l'ampleur et de réaliser à terme des économies d'échelle. C'est ce qui a engendré la construction de ports, de navires et de compagnies maritimes gigantesques. Ce modèle comporte aussi des désavantages, tels que l'augmentation des coûts dans les chaînes de transport, mais aussi des risques et des pics difficiles à gérer. On peut alors se demander s'il est raisonnable de continuer dans cette voie. On pourrait tout aussi bien imaginer un réseau de plusieurs ports en liaison directe, approvisionnés par des navires plus petits. Il est temps d'ouvrir ce débat capital et de se demander si l'exploitation de navires toujours plus volumineux est réellement une solution d'avenir. Everything always is getting bigger.